Je vais vous proposer de commencer la première table ronde dont l'intitulé est « Partager le quotidien d'une personne aphasique, témoignage d'aidants ayant participé au programme de formation ». Donc nous allons accueillir 4 personnes, 4 témoins qui ont participé à la formation « Mieux communiquer, mieux vivre ». Elles ont également en commun le fait de partager le quotidien d'une personne aphasique, d'être des aidants familiaux. Et ce sont les premiers partenaires de l'échange. Et souvent, ce sont les médiateurs incontournables pour favoriser et permettre les actes de communication avec la personne aphasique. Elles ont accepté de partager avec nous leurs expériences, leurs ressentis, leurs réflexions, et nous les en remercions. Donc, accueillons à présent, et je vais les inviter à venir avec nous sur cette estrade, parce qu'on pensait que le format serait un petit peu plus convivial, mais ma foi, on est contraint par cette disposition. Donc, Madame Moulin, qui est secrétaire générale de la FNAF, où elle est chargée des groupes. Madame Julien, qui est membre du comité du conseil d'administration de la FNAF et qui est chargée du soutien aux aidants et de la rédaction du bulletin. Madame Bentham, qui est secrétaire du groupe des aphasiques tchatcheurs de Toulousain. Et Monsieur Picard, qui fait partie du groupe des aphasiques de Haute-Normandie. Voilà, donc bienvenue parmi nous. Voilà, donc dans le format que nous vous proposons, chaque intervenant prendra la parole et donc à chaque fois, j'introduirai son propos. Donc nous savons, nous les orthophonistes, que l'AVC, lorsqu'il s'accompagne d'une aphasie, constitue une totale modification de l'équilibre familial parce que les troubles du langage qu'il génère vont constituer un véritable handicap de communication, de cette communication d'habitude qui est partagée. Et donc, cet impact est multiple. Et il se ressent sur tous les plans, psychologiques et social. Il altère la qualité de vie et nécessite que tous, le patient, la famille proche, les enfants, dont on ne parle pas assez, ça a été évoqué ce matin, les aidants aussi non familiaux, et je pense qu'ils seront évoqués, soient aidés et accompagnés. Donc, Madame Julien, si vous êtes d'accord, nous allons commencer par vous. Eh bien, vous souhaitez mettre l'accent sur les aspects humains et émotionnels de votre expérience d'aidant familial conjoint depuis plus de 20 ans, ou depuis 20 ans, et vous vous décrivez comme décodeur utile. Vous vous décrivez aussi comme une interface, en quelque sorte, entre votre époux et l'entourage. Et donc, je vous laisse la parole. Eh bien oui, je vais parler surtout de l'impact émotionnel sur le vécu familial lorsqu'arrive l'événement. On n'est pas du tout prêt ni préparé à passer d'une vie à l'autre, d'un état à l'autre. Et surtout, on se trouve très angoissé face à l'avenir. On ne sait pas d'ailleurs ce que c'est que l'aphasie. Moi, la première chose qui m'avait inquiétée et fait souffrir par rapport à mon époux Gérard, donc aphasique, et double peine hémiplégique. Et donc, c'était le fait que, eh bien, il ne pourrait plus aller et venir à sa guise. C'était un empêchement à vivre, c'est-à-dire que je ne voyais que le handicap moteur. Et puis, en ce qui concerne la perte du... Bon, on m'avait dit de la parole, mais c'était la communication en général, bien sûr, tout ce qui donne de l'autonomie dans les gestes essentiels et quotidiens de la vie. Et ça, je l'avais un petit peu occulté, parce qu'on m'avait dit mais oui, il reparlera, je connais un tel, il reparle. Donc ça, j'avais mis de côté, et moi, ce qui m'importait, c'était... il ne pourra plus faire ce qu'il faisait avant. La vie, comment elle va être? Il y avait 2 adolescents à la maison, un en terminale, et notre fille qui était en seconde professionnelle, donc qui s'orientait vers des métiers médico-sociaux. Donc, elles ont été absolument très, très compassionnelles par rapport à leur père. Moi, j'étais plus dans la surprise, l'état de choc, et puis comment on va faire. Alors, ma grande inquiétude, tout de suite, c'était
il parle plus, donc c'est fini, quoi. Il existe plus, c'est-à-dire, est-ce qu'il résonne encore? Voilà. Ma grosse inquiétude, c'était ça, du moment qu'il peut plus s'exprimer, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête? J'ai vite été rassurée parce que j'ai vu qu'il nous avait reconnus, et le premier mot qu'il a dit pratiquement, c'était mon prénom. Alors qu'il est un peu difficile quand même, Jacqueline. Et pas moyen de dire les autres noms, les autres. Bon, il y a eu une période de latence, pas tout à fait mutique, mais beaucoup d'onomatopées, beaucoup d'interjections. Enfin, et puis, je pense qu'il ne se rendait pas compte de l'état dans lequel il était en plein orage cérébral, d'après ce qu'on m'avait dit. Donc, l'orage cérébral passé, on revient à la maison. Non, pardon, on va au centre de rééducation. Et là, il était en sécurité, il était coucouné, on s'occupait de lui du point de vue de la motricité, du point de vue de l'orthophonie, de l'ergothérapie. Et moi, je me sentais rassurée, mais j'avais une angoisse terrible parce que je me demandais comment, après, la vie, elle allait être. Parce que 7 mois en centre de rééducation, j'étais sécurisée parce qu'on s'occupait de Gérard, on s'occupait de lui. On allait le voir, mais c'était poignant parce que la souffrance, on la ressentait. Puis je redoutais le retour à la maison, la vie qui allait reprendre. Et puis, je dirais aussi que tous les proches étaient très mobilisés, mais tout le monde allait de son conseil, de comment il fallait faire, que ça allait aller. Mais ce n'était pas eux qui vivaient la situation, c'était nous. Et donc beaucoup de conseils, après des reproches aussi, les gens se projettent, ils ne sont pas à notre place, mais oui, ils ne sont pas à notre place. Ils veulent nous aider, mais ils veulent tout faire pour être agréables avec nous, mais c'est très difficile. Et moi, j'avais dit à mes enfants, à nos enfants, j'avais dit notre vie va changer, parce qu'ils habitaient encore à la maison. Ils allaient partir à l'université, et puis ma fille était déjà dans un établissement, elle était interne. Et mon fils m'a répondu très justement, et ça je tiens vraiment à donner cette réflexion, mais maman, ta vie va changer, pas la nôtre. Et ça, je trouve que c'était absolument pas égoïste de sa part, c'était tout simplement réaliste, parce que les adolescents, ils avaient leur vie à vivre, ils allaient s'impliquer, avec le cœur, ils se sont impliqués, mais c'est pas leur vie de couple qui allait changer. Nous, c'est notre couple qui était complètement déséquilibré. Donc les enfants étaient absolument... ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ma fille avait donné la première douche à son père, puisque elle avait l'habitude, mais... En dehors de ça, on ne pouvait pas leur demander plus. Et moi, je pense qu'il fallait justement ne pas les asservir, ne pas les prendre en otage. Moi, personnellement, j'étais pour qu'ils continuent à vivre leur vie normalement comme les copains. C'est-à-dire que ce n'était pas à eux de prendre le poids. Bon, c'était à moi, mais moi, j'ai fait des erreurs. C'est-à-dire que je n'ai pas fait appel à des professionnels tout de suite parce que, Gérard ne souhaitait pas être entouré. Il avait eu beaucoup de monde au centre de rééducation. Donc, finalement... j'ai cédé, c'est-à-dire que je pouvais tout faire. Alors, travailler, je dis que c'est très important de garder son identité, son travail. Lorsqu'on est aidant de personnes qui a quand même un handicap avéré, on souhaite que ça ne va pas durer, que c'est comme un accident, que ça va se réparer. En fait, on est un peu dans le déni. Donc, on ne rentre pas dans le jeu de se projeter trop dans l'avenir, mais on essaye d'être efficace. Même mécanique, quelquefois les affects, on les oublie. C'est-à-dire, je ne me souviens pas lui avoir dit c'est terrible ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu dois être mal. Je ne lui ai jamais dit une seule fois. Parce que moi, j'étais dans me dire il faut faire face tous les jours. Et après, je me suis dit c'est pas très gentil de ma part, je ne suis pas à sa place non plus. Et je pensais aussi quand même à moi, me dire comment je vais faire. Problème matériel aussi, parce qu'il avait une profession libérale. Alors là, aucune aide, rien du tout. Donc il fallait assurer matériellement. Voilà, moi j'étais enseignante, je partais travailler, et lui me disait qu'il en avait assez, qu'il voulait rejoindre son père, son oncle. Et moi je partais travailler. Alors retrouver 30 élèves devant la porte, quand vous partez très à l'aise comme ça à 10 km, vous revenez parce qu'il fallait sortir les chiens. Vous voyez, c'est des choses matérielles qui sont...
le quotidien, mais quand on a tout sur les épaules, tout à supporter, plus les proches après qui finissent par vous dénigrer, qui finissent par dire que presque qu'on n'est pas les bonnes personnes. Alors après, moi je me disais, je ne suis pas la bonne personne. Il ne fallait pas que ça m'arrive à moi, cette histoire, parce que je suis incapable, quoi. Tout le monde me dit que faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, on est quand même beaucoup largué à la sortie du centre de rééducation. Moi, on m'a dit, vous allez être en première ligne. J'étais en première ligne, effectivement, mais je redoutais justement par rapport au vécu d'avant, la personnalité des uns et des autres, tout ça, ça compte, justement, ça a été dit ce matin, mais c'est tout à fait ce que j'ai exprimé dans mon ressenti, que en fonction du contexte familial, ce n'est pas du tout pareil d'une famille à l'autre, et puis du contexte du moment, qui était peut-être un petit peu tendu, donc il y a de la culpabilité aussi de se dire, peut-être on l'a énervé, enfin, vous voyez, il y a tout qui vous tombe en même temps, et puis vous êtes persuadé finalement que vous n'êtes pas la bonne personne, que vous ne savez rien faire, qu'il faut que vous... On m'a dit, toi, la famille proche m'a dit, toi, tu vas travailler, nous, on s'en occupe. C'est-à-dire qu'on m'avait supplanté, finalement, on le menait chez des spécialistes, sans me le dire. Enfin, je veux dire que moi, j'étais vraiment le conjoint, la pièce rapportée, qui, alors je pense que légitimement, j'ai fait un peu de recherche là-dessus, où j'en ai entendu parler, que quand il arrive un accident comme ça, c'est la famille d'origine qui reprend l'enfant. C'est ce que j'avais ressenti, moi, qui voulait le reprendre parce qu'eux, ils étaient capables de s'en occuper. Moi, il fallait que j'aille travailler, que je pouvais aussi bien faire l'infirmière. C'est pour ça que j'avais pris personne. Et ça m'a accablée, parce que physiquement, j'étais éreintée, parce que travailler, surtout avec un public, quand on est enseignant, et puis s'occuper de l'avenir des enfants, les problèmes d'argent, il y en a eu beaucoup, mais bon, comme moi j'avais un revenu correct, plus que correct pour la moyenne, bon, eh ben, il n'y avait pas d'aide, quoi. C'est-à-dire que lui, profession libérale, bon, pas salarié, quoi. Voilà. Donc tout ça était difficile. Donc la rééducation, bon, tant que c'était au centre, c'était bien, orthophoniste, kiné. Après, c'était en ville, bon, orthophoniste, kiné. Je le menais, on ne prenait même pas le VSL parce qu'il fallait que je fasse tout presque. Bon, mais à la fin, c'est assez limite quand même. Et l'espoir est revenu quand même lorsqu'on a connu l'association des Hautes-Alpes, donc les Alpes du Sud. On est allé dans cette association et on a vu nos semblables, on a pu être à l'aise, pas de complexe, tout le monde avait vécu la même chose. Et les conjoints, les enfants ont beaucoup partagé, on discutait, ça nous a fait énormément de bien, on avait des activités. Donc là-dessus, on est parti dans l'association, la fédération, les congrès. Enfin, on est sorti un peu de notre marasme, parce que les amis aussi, on les intéresse plus trop. Alors, des vrais amis, il y en a peut-être bien quand même un petit peu, mais je veux dire que tant que Gérard était dans des établissements hospitaliers ou en rééducation, on allait le voir, Gérard, tout ça, Gérard. Mais une fois qu'il est rentré à la maison, qu'il pleurait du matin au soir dans son lit, désespéré, c'était moi qui... Alors, le plus dur, c'est de supporter. C'est pas les problèmes matériels, on s'en sort, le ménage, enfin, tout ça, on gère. Mais le plus dur à supporter, c'est la souffrance de l'autre. C'est-à-dire la détresse absolue dans laquelle il était, qu'il exprimait, bon, avec une certaine personnalité qu'il avait avant, c'est-à-dire très... bon, je dirais pas agressif, mais je veux dire, c'était un homme en colère. Et je l'ai compris bien après que sa colère, elle était légitime. C'était pas contre moi, c'était pas contre les autres, mais c'était contre ce qui lui était arrivé à lui et tout ce que ça pouvait induire. Alors, on comprend beaucoup de choses. Au bout de 20 ans, on est, disons, un cheval de retour sur les danses, et on peut dire aux autres, bon, les erreurs à pas faire. Mais moi, je ne veux pas m'ériger en prophète de l'aide, parce que chacun fait avec ce qu'il est, avec ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et puis à un moment donné, moi j'avais un petit peu lâché prise pendant 1 an. C'était moi qui étais fatiguée, du coup. Je m'étais d'abord arrêtée pour comprendre. Et puis j'avais repris le travail, puis ça allait toujours pas. Puis il y a eu un problème au lycée. Du coup, j'ai craqué parce que je me suis pas sentie soutenue. Donc je suis partie 3 mois me reposer dans un établissement. Et ça, j'ai abandonné le navire, on va dire, parce que j'avais tellement persuadée que j'étais pas capable finalement, que je faisais pas bien, que ça devenait trop dur, j'ai lâché.
Bon, je me suis un petit peu refait une santé, mais c'était difficile quand même parce que dans l'environnement, ça s'est mal passé parce que presque on m'avait rayé de la carte. Mais bon, c'est pas mon mari, puisque lui, il était sûrement très désemparé que je ne sois pas là, mais que j'étais en soins, on va dire. Bon, voilà. Ça, c'était le côté noir jusqu'en 2000. Donc de 2000 à 2017, ça fait quand même 17 années maintenant où j'ai un petit peu mieux pris l'aide en considération et surtout à m'adapter, parce que je suis quelqu'un qui s'adapte et qui va vers l'aide qu'on peut proposer. Alors donc, lorsqu'il y a eu le plan de formation, bon, ben, on s'y est engouffré. Simplement, nous, on était des anciens aidants, quelques-uns, et c'était plutôt réservé aux nouveaux venus. Alors, on y est allé quand même. Bon, on a pu donner des conseils, mais je disais ce matin que le problème, c'est qu'on ne pouvait pas emmener notre conjoint. Et c'était un petit peu fâcheux parce que, bon, il y a des chutes à la maison, enfin c'est un peu difficile. Je n'étais pas la seule dans ce cas-là. C'est pour ça qu'il n'y avait pas eu beaucoup de monde. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié la démarche, les outils qui pouvaient être donnés aux nouveaux venus. Avec d'autres, on a dit, nous, on a fait notre expérience nous-mêmes sur le terrain. On a appris, on sait comment faire. On s'est beaucoup blindé aussi, parce que je crois que si on n'est pas un petit peu blindé, si on n'est que dans la plainte ou dans le devoir, comme on a tendance au début à être... on est aidant naturel, donc c'est normal qu'on aide, mais les aidants n'étaient pas aidés il y a 20 ans. Mais on s'aide soi-même. Et puis aussi, surtout, on devient dur, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'armure qui ne laisse pas passer l'émotion. Et comme le conjoint est constamment dans l'émotion, constamment à fleur de peau, on va dire, c'est très difficile de communiquer avec lui en tant qu'aphasique. Alors donc je reviens à l'aphasie, puisque c'est quand même le fer de lance de la journée. C'est difficile pour un conjoint d'aphasique de communiquer, parce qu'il y a déjà le rapport de force dans un couple, comme dans tous les couples. Et s'il y a une incompréhension au niveau du langage, ça modifie un petit peu les comportements. Et puis, le fait de toujours être obligé de contrôler son langage, pour ma part, pas dire des synonymes, pas essayer d'expliquer avec des mots divers. Il faut toujours dire le même mot, rester sur la ligne. Surtout pas couper la parole à un aphasique, parce qu'il perd la chaîne de la phrase qu'il est en train de construire. Donc la conversation, elle s'arrête. Et combien de fois il me dit ça depuis 20 ans, tu parles, je me tais. Bon, donc, pas moyen d'aller plus loin. Je dis, bon, ben, allez, on continue. Non, c'est fini. Alors, bon, toujours être obligé de se contrôler, de faire attention à ce qu'on dit. Bon, moi, je dis que je parle le truc couramment, parce qu'à la maison, c'est tout des trucs en bois, des trucs en fer, des trucs pour ivoire, des trucs pour marcher, la dame qui fait marcher, le monsieur qui va... Parce qu'il manque les mots, vous voyez. Il a une conversation... comme quand on parle une langue étrangère, on n'emploie pas les mots qu'on ne peut pas dire. Mais bon, en dehors, il ne dit pas trop les trucs. C'est plutôt à la maison. Moi, il faut que je décode tous les trucs. Donc, quand je dis que je suis le décodeur utile, quelquefois agréable, parce que puis je connais sa vie. Voilà, ce qui l'a beaucoup aidé par rapport à ses rééducations orthophoniques, ça a été le fait que je sois avec lui, qu'il ne soit pas seul, et que je connaisse son vécu dans le village où on habite. Bon, il est né à Marseille, mais je sais tout de Marseille aussi, l'école maternelle où il était. Enfin, donc moi, j'ai été la mémoire auxiliaire, comme j'ai écrit dans un texte là. Grâce à moi, il a pu poursuivre la conversation de sa vie. C'est-à-dire que je l'ai aidé parce que je connaissais son vécu et que je me suis basée uniquement sur ce qui lui avait fait du bien. Bon, quelquefois, on amorce un peu sur des choses dont il ne faut pas parler parce que ça fâche. Mais je crois que si la rééducation a quand même abouti, bien qu'il ne puisse pas écrire, parce que ça aussi, c'est une facette de l'aphasie, parler, oui, comprendre, oui, mais écrire, c'est pas possible. Ça dépend des personnes. Donc, moi, j'écris pour lui, je pense pour lui, mais des fois, c'est dur de penser ce qu'il veut écrire, l'écrire à sa place. Donc, moi, j'ai une énorme responsabilité
Et je le fais bien volontiers parce que bon, je m'adapte. Je vous dis, il y a juste un passage où j'ai un peu flanché à un moment donné, au moment où il se désespérait, parce qu'il y a un passage quand il n'y a plus de progrès. Et donc, à ce moment-là, après, il faut remonter la pente. Et puis après, on s'aguerrit, on s'habitue, puis on veut bien faire. Et puis on ne réfléchit pas, parce qu'être aidant naturel, c'est naturel. On a un contrat moral et affectif avec la personne qu'on a choisie, les enfants avec le père. Enfin, c'est normal. Je veux dire, le mot aidant, il est venu après. Mais pour moi, c'est tout à fait... Je veux dire, dans toutes les familles, on aide. Le grand-père, la grand-mère, on aide. Mais... c'est pas un rôle que je veux jouer, c'est simplement que je veux que ça fonctionne et puis qu'on puisse faire des projets et puis sortir comme on fait aujourd'hui, s'occuper des associations, s'occuper des autres et puis être dans la vie. Parce que quand on est à la maison, à l'intérieur, c'est difficile parce que c'est connoté négatif et ça fait mal et on tourne en boucle. Dès qu'on est dehors, dès qu'on s'occupe des autres, ça va mieux. Donc ça nous aide tous les deux. Et puis je pense quand même, allez, je vais prononcer quand même le grand mot, je vais quand même regarder mon mari, c'est quand même qu'il y a de l'amour derrière tout ça. Hein, s'il n'y avait pas d'amour, eh bien, j'aurais pas pu supporter quand même tous ces moments qui étaient plus que difficiles. Mais j'ai un heureux caractère, d'après ce qu'on me dit. Donc je pense que j'ai fait flèche de tout bois et puis que, on fait tout. On est allé au plan de formation, on va dans les écoles d'infirmières. Enfin, on fait plein d'actions qui font qu'on a un peu banalisé l'aphasie, le handicap. Ça fait partie de notre vie. Et comme je disais, le fait de voir des anciennes vidéos, quand je vois mon mari plus jeune tel qu'il était, c'est un inconnu pour moi. Et presque, à la limite, il me plaît moins que maintenant. Parce que c'est le nouveau Gérard avec qui je vis maintenant. Et qui, finalement, c'est maintenant qu'on vit. On ne va pas aller voir derrière comment on était, avec les cheveux bruns, quand on parlait, qu'on faisait des discours. C'est maintenant. Donc, il est tout à fait capable de prendre la parole et de faire des discours, d'intervenir. Mais voilà, je pense que notre couple, il fonctionne malgré le handicap, malgré l'aphasie, parce qu'il y a de la bonne volonté quand même et de la bienveillance, même si moi je dirais quand même aux nouveaux conjoints ou aux nouveaux aidants, c'est qu'il faut pas être sacrificiel. C'est-à-dire au début on a tendance à s'avilir, mais il faut garder son identité, sa place, laisser la place à son conjoint, c'est-à-dire le laisser décider. Moi je le consulte toujours, depuis le début je ne fais jamais sans lui, c'est-à-dire qu'il a continué à exister tel qu'il était. C'est pas, je l'infantilise pas. On vit normalement, on fait même plus de choses qu'avant ensemble tous les deux, parce que la vie, elle est comme ça maintenant. Et puis voilà, j'espère que j'ai rien oublié. J'avais tout marqué, mais j'ai horreur de lire ce que j'ai marqué. Alors, oui, pendant les formations, j'ai ressenti le désarroi des nouveaux venus et j'ai ressenti exactement ce que je ressentais au début. Et surtout, mon regard a changé sur les personnes en situation de handicap en aphasie, parce qu'au début, je me suis blindée, c'est-à-dire que je n'avais pas fait place aux affects. Fallait réagir, et jamais je me suis apitoyée sur lui, jamais. Et là, en voyant les autres couples, je me suis dit, mais quand même, tu n'as pas été... Et maintenant, j'ai un regard beaucoup plus... humain. On ne se dit pas trop les choses parce qu'on les ressent tous les deux. Mais je sais que pour lui, je suis précieuse. Il ne me le dit jamais. Mais je l'entends quelquefois, il le dit à d'autres. Alors, je sais que je suis quand même bien à ma place. Voilà. Dans les aidantes de personnes aphasiques. Voilà. Je ne m'arrêterai plus. Merci. Merci beaucoup de ce témoignage et retenons qu'il faut rester dans la vie. Et juste aussi pour peut-être une petite précision, c'est que vous avez ressenti que les programmes de formation étaient destinés plutôt aux jeunes arrivants, mais je pense que, et non, ils sont ouverts à tous les aidants, mais que vous, effectivement, ce qui est peut-être intéressant justement dans ces confrontations-là, c'est que vous avez des expériences différentes et que ça crée un lieu dans lequel on peut justement partager et mutualiser les ressentis. On y est allé dans ce sens-là. Voilà, mais c'était effectivement ouvert à tout le monde, parce que comme ça, c'était une création, il fallait bien que ça touche de différentes personnes. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. Donc, je vais m'adresser maintenant à Madame Bentham,
Et donc, nous allons, avec vous, revenir sur les formations, justement. Donc, vous avez fait un bon lien entre les deux. Les formations qui ont été proposées dans le cadre du programme 2014-2017. Et vous avez fait le constat que les aidants ne sont pas forcément des conjoints et que, de ce fait, nombre d'entre eux n'avaient pas forcément eu l'information ou en avaient été exclus. Et vous questionnez aussi le fait de la disparité des aidants. Donc, justement, on vient d'en parler. Que les attentes et les besoins ne sont pas forcément identiques. Donc, je vous laisse nous expliquer vos constats. Oui, c'est vrai, c'était des points que je voulais relever. Mais en premier, je voudrais dire que, à mon avis, la situation des aidants s'améliorera si le public et le monde médical et aussi le monde de la justice, je veux dire les juges de tutelle et compagnie, tous ceux qui sont concernés par les personnes qui sont en situation de curatelle ou tutelle, étaient mieux informés sur l'aphasie et les conséquences de l'aphasie et ces facettes de l'aphasie. Parce que j'ai demandé à plusieurs personnes qui étaient présentes avec moi aux formations, aux réunions de sensibilisation et des gens qui sont du même groupe d'aphasiques que moi à Toulouse, les points que ces personnes-là voulaient que je soulève aujourd'hui. Et dans ce que les personnes ont écrit, il y a tous ces problèmes-là. Donc, je voudrais dire aussi que les aidants d'aphasiques, je ne sais pas comment elles trouvent le temps, parce que c'est vrai, ce que Jacqueline dit, on est très occupés. Mon cas est très différent de Jacqueline, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais il y en a certaines qui arrivent à écrire. Et ça, c'est super bien. Donc, il y a 2 livres ici qui sont écrits par des aidants de personnes aphasiques. Et je vous les recommande. C'est vraiment, si vous voulez voir de l'intérieur ce que ça fait au moment où cet accident arrive dans une vie et comment on fait avec après, c'est très instructif. Oui, pardon, il y a Moi, conjoint d'aphasique, Histoire sans parole, écrit par Annick Conangle, avec la collaboration de M. Paul Molly, qui est orthophoniste, et le préface du professeur Mazot du CHU de Bordeaux, et l'autre de Marie-Claire Boubaker, qui s'appelle Christophe, ou le parcours d'un combattant, témoignage d'une mère aidant familiale. Il y a la préface de Jean-Dominique Journet. Donc, je les ai ici, vous pouvez les consulter si vous voulez après. Oui, donc je voulais dire qu'il fallait prendre en compte tous les types d'aidants, des conjoints et des femmes, bien sûr, des parents des enfants majeurs seuls ou des... Pardon, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à parler. Je ne suis pas aphasique. Je suis mère d'une jeune femme aphasique qui a eu un AVC quand elle avait 26 ans. Elle avait un compagnon et ce compagnon, il est resté. Ça fait 10 ans maintenant qu'ils sont ensemble. Et je suis sa tutrice, mais c'est Stéphane qui assume tous les jours. Et je suis en admiration, il fait ça très très bien. Et c'est porté justement parce que Jackie disait l'amour. Tout ça, c'est l'amour de sa part. C'est difficile en tant que parent de voir quelqu'un d'autre prendre la charge de tout ça. Je voudrais faire plus. Mais l'équilibre est très difficile pour moi à trouver. Où je peux intervenir, comment je peux les aider sans empiétiner sur leur vie de couple. Parce que si Anna n'avait pas son compagnon, si elle n'avait pas eu son compagnon pendant ces 10 ans, elle n'en serait pas là, je suis convaincue. C'est pas sa maman qui aurait changé ça. Donc il y a des sœurs et des frères aussi, on en a parlé. Et ce qui est très important pour moi d'indiquer, parce que je ne suis pas seulement en contact avec Anna,
mais avec beaucoup d'autres personnes. On a entre 25 et 30 personnes aphasiques à notre association, et certaines de ces personnes sont seules. Soit ils ont de la famille, mais loin, soit la famille s'est éloignée, soit ils n'ont pas de famille. Donc, ils ne vivent pas tous dans des structures. Il y en a qui sont quand même, ils ont un appartement, mais ils ont leurs auxiliaires de vie. Et en fait, une fois à une des formations, il y a une de ces personnes qui est venue à la formation. Et elle m'a dit à moi, parce que je connaissais la personne dont elle s'occupait, elle m'a dit, je sais, je pense que je n'ai pas le droit d'y être. Mais ça m'intéressait, je voudrais vraiment savoir. Donc, moi, de ma part, je l'ai accepté. Je prends sur moi si quelqu'un dit le contraire. Mais pour moi, il est essentiel que ces personnes qui interviennent au domicile des personnes aphasiques aient au moins une formation de base. On en a eu plusieurs avec Anna. Il n'y en a aucun qui savait ce que c'était l'aphasie, ni comment s'y prendre. Et c'est pareil, dans les retours que j'ai eus des autres personnes que j'ai rencontrées, ça revient. Donc je demande vraiment solennellement que ça puisse être étendu aux auxiliaires de vie, aux personnes qui interviennent à domicile, mais qui sont des professionnels. Il y a d'autres intervenants aussi qui s'investissent. Ce sont des personnes qui interviennent dans des associations comme la nôtre, où nous avons un atelier d'expression verbale et corporelle basé sur le théâtre et la musique. Et ces personnes-là non plus ne savaient pas ce que c'était l'aphasie avant de venir chez nous. Ça fait longtemps qu'elles sont chez nous maintenant. Et j'en parlais avec celle qui faisait la musique tout récemment, dans ces derniers jours. On a eu une adhérente qui est décédée, donc on était aux obsèques ensemble. Et elle dit, il y a quelque chose au GAT qui est différent. Quand je travaille avec eux, c'est différent que les autres groupes que je mène. Elle est musicothérapeute, donc elle intervient dans beaucoup d'établissements où il y a des personnes dépendantes. Et elle est vraiment attachée. Elle dit, normalement, les professionnels doivent prendre de la distance de leurs patients. Mais c'est un peu différent pour nous. C'est des groupes, une fois formés par les associations, les personnes, les participants à notre atelier se sont soudés. Ça fait vraiment un groupe. Ils se tiennent les uns aux autres et ils s'entraident. Donc, ce serait bien si ces personnes-là, parce qu'il y a des milliers partout en France qui interviennent dans des établissements. J'en ai rencontré la première fois. On a une exposition des œuvres des tchatcheurs à Toulouse actuellement. Et de passage, à 9h du soir, le jour du vernissage, il y a 4 jeunes personnes qui entrent, tous portant des instruments de musique, des jeunes. Donc on se demandait ce qu'ils faisaient là. Donc je leur ai demandé, c'est la peinture qui vous intéresse? Oui. Et puis il y en a un qui était soignant dans un établissement, dans un EHPAD. Quand j'ai dit, est-ce que vous connaissez l'aphasie? Il m'a dit, ah oui, bien sûr que je le connais, j'en rencontre dans mon travail. Mais c'est la première personne dans le public en général qui a dit qu'il savait de quoi il s'agissait. Donc, il y a l'autre chose aussi qui commence à nous toucher dans notre association, mais je sais qu'il y en a d'autres, qui ont maintenant des personnes avec une aphasie progressive primaire. Nous avons intégré ces 2 personnes. Ni l'une ni l'autre n'a les paroles maintenant. Aucun. Sauf, enfin, je dois dire, le dernier, il s'est rejoint à notre atelier théâtre, et là, il sort des mots. Mais à la maison, sa femme dit, mais il ne dit plus un mot. Donc, c'est étrange. Mais personne ne parle de l'aphasie progressive. C'est très difficile, ça demande une autre prise en charge, parce que nous, on est toujours, je dis que nous, on va toujours dans le bon sens, et c'est l'essentiel pour moi. Mais ces personnes-là ne sont pas sur ce chemin-là. Les aidants le savent. Je pense, je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu pour ces personnes-là.
j'aimerais qu'il y ait un soutien pour ces personnes-là, parce qu'il y a un désarroi. Il y en a une l'aidante qui m'a écrit, il n'y a pas d'espoir d'amélioration qui entraîne l'irritabilité et même plus. Donc, ça veut tout dire, en fait. Donc, je suis contente de savoir par la FNAF qu'il y a maintenant un réseau qui se crée d'avocats pour aider des personnes dans des associations d'aphasiques sur la France. J'ai quelqu'un dans notre association qui pourrait bien avoir besoin d'une personne comme ça pour des conseils. J'ai tout le dossier avec moi, alors s'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait m'aider après. Ça me rappelle une autre appel que je voulais faire. Si jamais il y a des personnes dans la salle qui habitent une région où on a besoin de main, de gentillesse, des bénévoles, quoi, dans des groupes d'aphasiques, tout le monde a besoin d'aide. Donc, rapprochez-vous de votre association locale. Pour les séances de formation, les réunions de sensibilisation, j'en ai vu plusieurs, pas juste à Toulouse, mais ailleurs. C'est à une de ces séances de formation que j'ai rencontré une jeune femme dont le mari est aphasique, hémiplégique, etc. Une personne vraiment, il y a des personnes qui attirent. Et celle-là, c'était le cas. Et elle avait l'intention de monter un groupe d'aphasiques. Et Jean Do se rappellera, je pense, le jour où on est allé descendu, on les voir. Elles ont organisé une réunion. La salle était comble. J'ai jamais vu ça sur une réunion sur l'aphasie. À Toulouse, malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Mais ce soir-là, j'ai rencontré un couple. C'est la dame qui était en fauteuil et aphasique. Et cette personne n'était plus sortie de chez elle depuis 3 ans. Parce qu'elle n'arrivait pas à faire face aux difficultés qu'elle avait de mobilité et surtout le regard de l'autre et ses difficultés de prononcer des mots et de ne pas être mépris par des gens dans la rue. Elle avait arrêté au début, ils avaient essayé de sortir et là, elle n'en pouvait plus. Donc j'espérais que son mari, il était, mais alors, une fois de plus, l'amour. Parce que je me disais, dis donc, s'ils sont à la maison depuis 3 ans, je ne sais pas comment il tient. Parce que c'est très lourd, ça. Et donc j'espère qu'ils vont bien maintenant. Ils font partie du groupe qui fonctionne. Et donc je pense que quand on fait des réunions de sensibilisation, il faut revoir la façon dont on fait la pub. Parce qu'il y a très peu de monde. Je ne suis pas la seule à le dire. Quand aux formations, je sais que les séances de formation, on ne peut pas en prévoir énormément. Et pour que ce soit une bonne formation, la présence est limitée. Je pense qu'on était limité à 15 sur Toulouse, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, des retours que j'ai eus de ces personnes qui étaient là, les pratiques par les orthophonistes, des techniques qu'on peut adopter, des choses à faire, étaient très bien reçues. Tout le monde a appris des choses, surtout ceux qui débutaient dans la profession des dents, comme on a dit, mais surtout les séances avec un psychologue et des échanges entre les aidants. Des échanges, tout le monde est décrit comme très riche. Tout le monde est content d'avoir vécu ça, d'avoir rencontré d'autres personnes dans la même situation. De ces séances de formation, il y a une personne qui est venue dans notre groupe de Toulouse après ça. Je n'en tire pas de conclusion, je le dis juste comme ça.
mais j'aimerais beaucoup que ça continue pour donner la chance aux autres. Et je pense que j'ai à peu près dit tout, mais je reviens sur le point de la connaissance de l'aphasie pour le public en général et dans toutes les professions qui touchent à ces personnes qui doivent s'en sortir après la sortie de clinique. Ce serait vraiment bien. Merci beaucoup. Merci. Pardon, je fais encore de la pub parce que j'ai un DVD ici qui s'appelle « Je reparlerai », qui est un DVD sur l'aphasie et les aphasiques qui a été fait avec le groupe de Toulouse, les tchatcheurs toulousains. Merci beaucoup donc, de votre témoignage. Donc effectivement, retenons deux notions. Retenons deux notions, c'est qu'effectivement l'aphasie reste méconnue, bon, ça a été dit plein de fois, et qu'il nous reste du travail à faire, et que effectivement dans certains cas les chemins pour les types d'aphasie sont différents, vous l'avez dit effectivement. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que ça a été dit aussi, et il va falloir qu'on y réfléchisse beaucoup, c'est comment faire en sorte que le taux de participation aux réunions de sensibilisation et autres réunions de formation soit en hausse. Et on a beau déployer des trésors d'inventivité, on va compter sur vous pour avoir de meilleures idées que les nôtres. Voilà. Et du financement, évidemment, bien sûr. C'est... L'association peut prendre en charge les patients afin que les aidants... Il y a toujours le problème, si vous voulez, de qu'est-ce que je vais faire de mon conjoint ou de la personne dont je m'occupe. Donc, est-ce que les associations peuvent faire quelque chose à côté avec les patients en question, soit des groupes d'aphasiques, soit autre chose? Parce que je vois que pour l'association France Alzheimer, où il y avait le même problème, effectivement, il y avait l'association qui prenait en charge les patients pendant la formation des aidants. Bon, c'est une idée comme une autre. Hein. Bonjour. J'espère que vous m'entendez, parce que je suis pris du nez. Je vis avec une aphasique, mais je suis pris du nez. Et c'est pas facile, toujours audible. Je dois intervenir en fin, je crois. Ouais. Donc, c'était une proposition pour laquelle on pensait faire. Bien, donc je vais parler à Madame Moulin maintenant. Donc, Madame Moulin, vous dites dans un témoignage que se former en tant qu'aidant est une démarche fondamentale et que l'aidant devient le partenaire privilégié de la communication. Et vous dites aussi que dans chaque dyade, donc dans chaque couple, chaque couple finit par trouver son propre fonctionnement. Et à ce moment-là, c'est l'aidant qui va aussi être en charge de retrouver une autonomie pour le patient aphasique. Donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui. Voilà, moi je suis donc épouse et aidante depuis 17 ans. Mon mari était en pleine forme et en quelques minutes, la vie a basculé. Un bouleversement complet de la vie familiale et professionnelle. Nous avons tout de suite cherché à intégrer un groupe parce que ma foi, on se retrouvait bien seul. Donc on a intégré une association, Le Gage, située à Grenoble, ce qui nous faisait énormément de kilomètres, mais bon, on s'est retrouvés, on a fait du théâtre, on a fait un tas de choses. C'était bien. Et quand j'ai su qu'il y avait la formation des aidants, je suis allée à la réunion de sensibilisation et tout de suite j'ai reçu le besoin, j'ai eu le besoin de m'inscrire à ces formations parce que je me suis dit, en fait, je vais peut-être pouvoir aider à communiquer, partager ce que nous, on n'avait pas reçu au départ. Donc je me suis inscrite à ces réunions de formation. Donc, je dois dire que malheureusement, nous n'étions pas très nombreux, à peu près une dizaine de personnes, des personnes aidantes à la retraite ou encore au travail, et puis des personnes aidantes qui avaient des aphasiques en début d'aphasie ou des personnes qui étaient aphasiques depuis 5, 10, 15 ans.
Donc j'ai suivi ces réunions de formation. Je dois dire que dans ces réunions, j'ai trouvé une présentation de cet handicap, ce qu'il entraîne au quotidien dans la relation de la communication. Nous avons fait des tours de table où chaque participant a exprimé son histoire vécue, son ressenti, les difficultés engendrées dans la vie de tous les jours, le bouleversement au-delà du traumatisme. Et au regard des formateurs, des mises en situation des participants, nous avons pris un certain recul, une analyse débouchant sur d'autres formes de prise de conscience. Les expériences des uns et des autres sont toujours utiles, riches d'enseignements et donc bénéfiques, que ce soit à court ou à moyen terme, pour faciliter la vie des aidants. Voilà, sinon ce que je peux dire au niveau de notre couple, c'est que mon mari était une personne très dure avant qu'il soit malade, très exigeante avec lui-même. Et aujourd'hui, il est vraiment un autre homme. Il dit toujours, moi maintenant je suis heureux. Je suis heureux de vivre. J'ai une autre vie, je suis heureux, j'ai le temps de partager, de vivre avec vous tous. Avant, j'avais trop d'occupations, il fallait toujours que je cours. Alors je me dis, bon, ma foi, on a réussi. Merci beaucoup. Bien, donc Monsieur Picard, vous avez également suivi cette formation et vous soulignez la difficulté à s'identifier en tant qu'aidant, que cette démarche pour s'inscrire aux formations dont on a parlé n'est pas toujours simple du fait de l'éloignement ou de l'organisation familiale, et on vient de l'évoquer. Et je sais que vos réflexions portent sur les améliorations à apporter au programme et les éventuelles perspectives d'une suite. Voilà. Je dirais que moi, pour faire une petite synthèse, mais très court, pour notre expérience de notre vie, il y a 29 ans, bientôt 30 ans, je me suis marié avec Sylvie, et il y a 9 ans, au détour d'une conversation avec un professeur au CHU de Rouen, je me suis retrouvé avec Monique. Enfin, c'est de manière humoristique, parce que quand Sylvie me casse les pieds pour certaines choses, je dis bon, Monique, ça suffit. Donc maintenant, dans le langage commun, avec les amis, tout ça, on est parti sur la plaisanterie. Donc, mais bon, c'est pour donner aussi l'image de l'évolution qu'on peut avoir au sein d'un couple par rapport à ça. Bon, faut pas changer non plus le prénom de chacun. Hein. Mais pour illustrer aussi la difficulté d'être aidant. Au niveau parité, c'est pas terrible, hein. Mais je vais quand même relater une situation dans laquelle on était confrontés. En tant qu'aidant, j'ai accompagné mon épouse à une consultation chez un gynéco. Et puis, parmi l'échange qu'il a pu avoir, à un moment, il me regarde et puis il me dit elle a eu quand cette dernière règle? J'ai dit, elle est à côté de moi, posez-lui la question. Donc, c'est une question qui m'a été posée, que j'ai pris en pleine figure. J'ai le professionnel qui est là, au lieu de s'adresser à la personne qui est physiquement présente, s'adresse à la personne qui est à côté. Donc ça, je trouvais ça à la fois dégradant, dévalorisant pour la personne qui est à côté, qui est touchée par l'aphasie. Donc ça, c'était un premier point. J'espère que je suis audible par rapport au... Non, c'est pas. C'est bon ? Donc par rapport, il y avait une question qui a été posée, sinon ce matin, je ne sais plus qui, par rapport à l'aspect d'accompagnement des personnes aidées au niveau téléphone. Donc c'était juste pour vous faire part on habite dans le département de l'Eure, et dans le département de l'Eure fait une expérimentation pour de l'accueil téléphonique des aidants. Donc j'ai pas plus d'informations de ça, parce que j'ai pas eu le temps de reprendre contact avec les personnes qui ont en charge ça. Mais c'est de l'expérimentation, donc ça pourrait être... l'information peut être apportée, quoi.
Donc au niveau, pour retracer, enfin, la semaine dernière, on avait une permanence de notre association qui s'appelle le groupe des aphasiques de Haute-Normandie, même si la région n'existe pas. Et comme on a fait part qu'on venait ici aujourd'hui, par rapport au thème des aidants et du plan de formation, on avait une personne qui était, enfin au moins 2 personnes qui avaient également participé, comme moi, à des sessions de formation, mais elle le plus récemment. Et pour vous donner l'image et illustrer la difficulté aussi pour les personnes pour pouvoir, par rapport à la prise en charge, comme disait madame, en l'occurrence cette personne habite en Seine-Maritime, mais en limite avec la Somme. Et donc son parcours du combattant pour pouvoir aller suivre la formation qui a été dispensée à Caen a commencé à 5 h du matin. Donc 5 h du matin, il a fallu qu'elle prenne sa voiture, le train, tramway, bus, ensuite marcher dans Caen, se rendre sur le lieu de formation. Donc entre-temps, il avait fallu quand même qu'elle s'occupe pour que son mari et son conjoint puissent être pris en charge. Donc c'est vrai qu'il y avait de la famille. Et sur le chemin retour, bon, elle a accumulé pas mal de choses, parce qu'il y a toujours, quand on est aidant, il y a toujours le grain de sable qui vient enrayer le fonctionnement de la journée. Et donc elle a accumulé panne de train ou retard de train, ce qui fait qu'elle est rentrée chez elle, il était 22 h, donc s'occuper de tout, elle s'est couchée, il était minuit. Donc elle me disait, j'étais complètement éreinté. Le bénéfice que j'ai pu acquérir dans le cadre de cette formation, est passé un peu à la trappe, quoi. Mais par rapport à ça, c'était par rapport au point que je voulais également évoquer. Quand il y a ce type de formation qui est dispensée sur le territoire, Madame la secrétaire d'État en faisait part tout à l'heure, c'était un de ses souhaits que ça soit sur l'ensemble du territoire. Il y a une problématique à prendre en compte, c'est l'aspect ruralité. Quand on est dans des milieux ruraux, nous on habite dans un milieu rural, pour pouvoir se rendre dans des lieux où il y a des formations, c'est très difficile. Parce que on n'a pas les réseaux de communication en transport en commun sont quasi inexistants. Donc ça, c'est vraiment une problématique. Donc également au niveau des autres points dont j'ai fait part quand on a préparé cette journée, c'est un constat que je fais notamment sur le territoire. C'était évoqué aussi ce matin. Par rapport à la diversité de l'offre d'accompagnement des aidants. Et en début de semaine, j'ai été obligé de consulter mon médecin traitant et je faisais part également de l'échange d'aujourd'hui. Et on est sur une petite agglomération en Normandie et on a listé ensemble les différentes offres qu'il y avait uniquement sur le territoire de notre communauté d'agglomération. Donc on se retrouve à minimum 4 niveaux d'intervention. Il y avait l'agglomération à travers son dispositif d'amélioration du cadre de vie au niveau de la ville. Il y avait les clics. Nous, les clics sont rattachés au département. Donc il y avait l'agglomération, les clics. Il y avait tout un tas de mutuelles et de prestataires qui intervenaient également, qui faisaient des offres. Et puis il y avait également nous, par le cadre du dispositif, dans lequel il y avait ce type d'offre. Donc ça fait au minimum 4 niveaux d'offres possibles. Et le constat qui est fait, c'est que malheureusement, dans chaque prestation qui est fournie, le nombre de participants est moindre par rapport aux objectifs qui sont attendus. Donc ce serait peut-être un moyen de réfléchir, de dire pourquoi pas sur des territoires d'essayer de se concerter pour pouvoir avoir une offre qui soit un peu plus proche des personnes, quoi. Concernant la proposition, la suggestion de madame, donc c'est toujours les 2 personnes qui ont suivi également la formation. Moi, j'avais pas eu ce souci-là quand j'avais suivi la formation à Fécamp à l'époque, parce qu'on avait une amie qui avait accompagné Sylvie dans la journée. Mais sinon, c'est une suggestion que je fais à la fédération, et puis également aux autres associations, c'est que en même temps qu'il y a des sessions de formation, je ne dis pas de sensibilisation, mais de formation, que les associations soient mises à contribution pour organiser ce jour-là une sortie ou autre, de façon à pouvoir prendre en charge les personnes qui sont aphasiques.
Donc, je ne sais pas. Pardon? Ouais. C'est tout. Pardon? Bah oui, non, mais j'ai listé un souci d'un certain nombre de points. Donc ça, c'était par rapport aux propositions, par rapport à la session de formation. Sinon, moi, je voulais venir attirer l'attention, non pas attirer l'attention, mais faire part. Il y a 2 représentants là d'une mutuelle qui nous est chère, à Sylvie puis moi, surtout à Sylvie. Je tenais déjà à leur remercier pour leur présence, mais c'était surtout pour faire part de 2 niveaux d'intervention des mutuelles. Nous, en l'occurrence, la CLIN faisait part tout à l'heure qu'elle n'avait pas eu de problème financier. Ce matin, je voulais attirer l'attention de Madame la secrétaire d'État par rapport à la situation des aidants du point de vue financier, du point de vue travail. Moi, je siège au sein de la CDAPH de l'Eure. Il faut voir le nombre de dossiers de personnes d'aidants pour lesquels on a à traiter, dans lesquels les difficultés financières sont les familles. Comment on peut vivre avec 500 ou 600 euros? C'est complètement... Enfin, une fois qu'on a payé son loyer, on ne peut plus rien faire, quoi. Donc par rapport à cet aspect-là, enfin nous en l'occurrence, Sylvie avait été tout l'intérêt de souscrire une mutuelle de santé, avec Sylvie, par le biais de la mutuelle de santé, qui était à l'époque la mutuelle du Trésor, on a eu, enfin pour moi c'était absolument pas un souci que j'ai eu à gérer. Je savais que financièrement j'avais pas de problème. Il y a eu la prise en charge de son demi-traitement qui a été fait, donc ça c'est une première partie. Et puis cette mutuelle, en l'occurrence, nous a accompagnés dans l'amélioration de l'habitat. Donc, et puis il y a un certain nombre d'autres équipements dans lesquels on a pu faire. Et c'est vrai que quand on a des interlocuteurs au niveau mutuel, en tant qu'aidants, qui sont à l'écoute et puis qui répondent à nos sollicitations, c'est quelque chose d'agréable, parce que quand on se retrouve à avoir à gérer la double peine, d'avoir à gérer notre propre situation et puis de batailler pour pouvoir démarcher, c'est énormément de choses. Et puis notre point, cette mutuelle nous accompagne également au niveau de l'association des aphasiques et au niveau de la fédération, parce que d'un malheur, l'accident cérébral de Sylvie en est né un partenariat il y a quelques années. Donc ça, c'est un point positif. Donc ça, c'est quelque chose. Donc je tenais à vous remercier. Malheureusement, notre ami Jackie n'est pas là, qui accompagne régulièrement Jean Do dans les différents échanges. Oui. Donc on peut les applaudir parce qu'ils nous accompagnent. Sinon, au niveau je vais renfoncer un clou qui a déjà été évoqué, au niveau de la proposition de d'ouvrir la formation au personnel, aux auxiliaires de vie et aux aidants professionnels. À la maison, on a eu également le cas où on a eu toute une kyrielle de personnes qui sont venues. Après, je ne jette pas la pierre, ces personnes viennent travailler là-dedans par nécessité de bouche, hein, il faut bien qu'elles mangent, il faut bien qu'elles aient un travail, mais en l'occurrence, on a eu à gérer une situation à la maison où la personne, il y avait des sévices envers Sylvie de la part d'une personne qui intervenait à la maison parce qu'elle n'avait aucune approche par rapport à ce qu'était l'aphasie. Donc ça, c'est un vieux pieux que de pouvoir dispenser ces genres de formations auprès de professionnels. Et je sais qu'il y a de l'attente, parce que nous, on a été sollicités par rapport à l'association qui intervient à notre domicile pour pouvoir venir présenter l'aphasie. Donc ça, c'est quelque chose... et ils sont demandeurs, donc autant... Sachant qu'ils ont la possibilité, par rapport à leur plan de formation, éventuellement, s'il y a des participations à demander, il faut les solliciter, quoi. Je crois avoir fait le tour de ce que j'avais noté, si ce n'est que pour une personne qui est aidée, l'aidant, c'est à la fois le référent, mais très souvent la bouée. En l'occurrence, combien de fois le proche se retourne
en regardant pour savoir comment on fait, comment la personne doit répondre, quelle approche, quelle attitude avoir par rapport à l'environnement qui est pas toujours, qui est très souvent hostile, on va dire. Le mépris ou autre de la situation. Je ne parlerai pas par rapport à l'accessibilité, parce que ça c'est un tout autre domaine, mais pour lequel il y a encore de gros travaux à faire. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Ça nous montre qu'il y a beaucoup de travail à faire encore sur différents niveaux. En interprofessionnel, on peut noter qu'effectivement, nous avons notre part de travail pour former et informer nos autres partenaires qui sont effectivement dans le monde du soin et qui ne connaissent pas forcément ce que c'est l'aphasie. Merci pour toutes ces pistes. Donc, voilà, donc est-ce qu'on a du temps on enchaîne sur la deuxième table ronde ou... Voilà, on va peut-être enchaîner pour respecter... Et puis on garde les questions. On garde les questions pour la fin. Vous avez des questions maintenant? Vous avez une question? Et on réduira peut-être un peu la durée de la deuxième table ronde. Alors, oui. Alors, oui, on va accepter alors 2 questions, oui. Moi, c'était plutôt juste pour un partage d'expérience. Donc, je m'appelle Raphaël Minard, je suis orthophoniste en Lot-et-Garonne. Et nous, pour la session Mieux communiquer, on a proposé, pour répondre à ces demandes d'aidants, qu'est-ce qu'on fait de nos conjoints pendant la formation. Nous, on a proposé d'accueillir les patients aphasiques sur la journée complète. Voilà. Donc, il y a une de mes collègues sur le département qui a pris en charge les aphasiques qui souhaitaient venir. Et comme ça, ils ont pu partager le repas du midi avec leurs conjoints et avec la formatrice. Voilà. Mais ce n'était pas sur le budget du CNSA. Voilà. On peut vous inviter à venir en Haute-Normandie. Voilà, et je voudrais juste intervenir pour dire que je suis formatrice et orthophoniste sur Bordeaux et que nous, c'est les étudiantes en orthophonie qui ont proposé et qui ont accepté de prendre en charge les personnes aphasiques sur les journées de formation. Voilà, c'est encore une autre piste. Très bien, merci. C'est une autre piste, Isabelle. Mais enfin, moi, où je mettrais l'accent par rapport au fait que ça soit l'association des aphasiques, ça permettrait d'avoir vraiment une participation active dans cette formation, dans cette formation, pardon. Il y a l'aspect psychologie, l'aspect orthophonie. Et nous, en tant qu'association, on est quand même partie prenante au niveau de la fédération. Ça nous permettrait également d'être présents et d'être présents sur le terrain en même temps. Et de montrer de montrer notre existence. Mais les portes sont ouvertes, que ce soit aux orthophonistes pratiquantes et aux étudiantes, au contraire. Moi, je veux bien répondre à M. Picard. Nous, les orthophonistes... M. Picard, c'est moi. Ah oui, je suis ébloui. Non, au contraire, moi, je partage votre avis. Je pense que dans les départements où ça s'est fait, c'était pour trouver des solutions, en fait. Non, mais bien sûr que, au contraire, je pense que c'est le rôle des associations et que, justement, en plus, ça permettrait aux patients et aux aidants de se retrouver et de partager encore plus. C'est la prolongation de la formation. Donc il faudrait que ça se passe au même lieu. Qu'on s'occupe des personnes aphasiques sur les mêmes lieux que la formation. Pardon ? Si on faisait ça, ce serait, sur le même lieu. Oui. Alors, moi, je voulais en parler à la table ronde des freins, justement, qu'on avait rencontrés sur ce plan-là. Oui. Et on en a fait tous le constat. Tous les partenaires, ça a été le constat le plus prégnant, je crois. Tous, on partage tous ce constat de comment on fait pour soulager les aidants. Et surtout, le premier des freins, nous, on l'a soulevé depuis très longtemps et auprès de la CNSA. On leur fait remonter. Je pense qu'on va faire remonter les actes. Madame Gourcuff a dû s'absenter, mais elle a demandé à ce qu'on... Et on fera remonter par les actes aussi
justement ce que vous avez exprimé lors de cette table ronde. Je pense que c'est encore plus fort que ce soit différentes associations ou représentants de différentes associations qui le disent, mais c'était le problème du répit, et même pour une journée ou une demi-journée, et puis le transport, et ce n'était pas prévu dans les deux derniers plans. C'est pour ça que la salle, et tout ça, parce qu'effectivement, on doit se débrouiller jusqu'à présent comme on peut, c'est-à-dire avec du bénévolat, des étudiants, des assos quand elles peuvent, mais rien n'est prévu en plus pour... Il y a quand même toujours une question aussi financière, qui est la location de la salle, qui est l'aide au transport. Alors là, on espère justement, ce sont les perspectives, hein, que ce soit intégré, et normalement, c'est pris en compte par la CNSA, la ministre l'a dit aussi. Après, il faut qu'il y ait une convergence de financement et de financeurs. Je suis même convaincu que le fait d'avoir des étudiantes en orthophonie, étudiants en orthophonie, ça permettra d'autant plus de les sensibiliser par rapport à l'existence de nos associations. Non, mais ça où? Oui, bonjour. Voilà, je suis originaire de la Martinique, mais je vis sur le territoire national. Donc, je voudrais savoir, est-ce que les dents dont on parle qui peut obtenir une formation, c'est les dents directes, ou si d'autres personnes, par exemple, comme moi qui vis actuellement sur le territoire national, je peux profiter d'une formation, ne serait-ce que pour être en lien avec la personne qui aide directement le malade qui est mon père aphasique. Donc, c'est vrai que j'ai entendu parler d'éloignement de zones rurales où c'est difficile à y accéder parce que, mais moi qui suis éloignée, loin de la personne malade, est-ce que je peux profiter également de cette formation et où m'adresser? Oui, donc les formations sont ouvertes à des aidants qui ne sont pas des professionnels. Donc effectivement, si vous êtes un aidant familial, de près ou de loin, vous avez accès à ces formations, effectivement. Voilà. Sur le site de la Fédération nationale des aphasiques de France, il y a la liste des formations à venir, s'il en reste à faire juste pour 2017. Voilà. Et sur le site de la SFP, il y a aussi les lieux. Et sur le site de la Fédération nationale des orthophonistes aussi, vous trouverez les différents lieux. Et la prise en charge est la même? C'est gratuit. Mais c'est gratuit, c'est pris en charge par la CNSA. Oui, mais elle peut... Oui, vous pouvez vous inscrire. C'est réservé aux non-professionnels. Mais il y a justement à Martinique, il y a 15 jours, il y a une session de sensibilisation à Martinique. Et il y a une session de formation, je crois, c'est demain ou après-demain, à Martinique, avec une orthophonie. Et après une session de formation avec la psychologue. Donc, mettez-vous... Et en plus, avec l'association des aphasiques de Martinique. Voilà. Mais ça, vous en parlez après. Ça va être abordé dans la deuxième table ronde. Oui, on va être obligé de prendre moins de questions parce que on fait encore madame et monsieur. Voilà. Donc, je suis personne aidante d'une personne aphasique depuis très peu de temps, mais qui a des enfants. Et je ne sais pas répondre aux questions des enfants. Des enfants entre 16 et 33 ans qui veulent aider leur père, mais je ne sais pas quoi leur dire pour pouvoir les aider. Qui viennent de suivre la formation. Voilà, donc cette formation, elle pourrait être suivie par les enfants, les proches aidants. Donc on en revient un petit peu à dire ce qu'on vient de dire à la dame derrière. Effectivement, ils peuvent assister. En l'occurrence, moi j'ai suivi une des sessions avec une de nos filles.
Pardon? Ah bah à l'époque, elle était étudiante. Oui, je voulais parler un problème. C'est que les gens qui ont un problème, ils sont dans une boîte, on s'occupe d'eux, après ils rentrent chez eux. Mais entre chez eux, le problème, ces dames ont dit qu'il y avait un problème, hein, d'un, de l'autre, il y a un problème chacun. Les problèmes, ce n'est pas le même. Hein. Les gens qui sont tranquilles ou fatigués, ou ça c'est rien à voir. Mais les personnes s'occupent des gens, veulent aider à parler. Pour marcher, tout ça, il faut que les gens se voient ensemble. Se parler ensemble à la fin, quand on commence à rentrer chez eux, il faut des personnes viennent chez eux pour les aider, mettre en marche chez eux. Parce que les gens qui regardent les gens à parler, elles restent chez elles. Il faut qu'elles viennent, ces gens, se parler pour les aider. Parce que chacun reste chez eux, ça ne marche pas. Les personnes qui travaillent... Oui, bien sûr, mais vous parlez des domiciles, que les personnels se déplacent à domicile. Oui, au début. Comme ça, les gens qui sont chez eux, ils ont dit « Oh, quelqu'un de gentil qui me parle. Putain, ça sert à quelque chose. » Mais s'ils ne viennent pas chez eux, les gens restent tout seuls avec sa femme et s'engueulent. Voilà, je parle gentiment. Alors, ces gens qui se payent le mois pour travailler, s'occuper chez eux, ces personnes, pour aller à parler, quoi, à la tête, plus sûr à la tête, tout ça, il y a plein de choses. Il faut que ces personnes aillent dehors, chez eux, dire bonjour. C'est aussi le rôle des associations, effectivement, de et pouvoir... des gens que nous... Et des professionnels, bien sûr. Ensemble aussi. Tout à fait. C'est aider tous les gens. Si la France s'aide beaucoup, on aide tout le monde. Voilà, c'est autrement, on aide la moitié des gens. D'accord? Et c'est pour ça que la ministre parlait d'une société inclusive, qui inclut tout le monde. Voilà, ben, on espère que ça se fera. Ouais, pardon, je parle mal, mais non, ça m'énerve un petit peu, ça. Bien compris. Ils pensent eux-mêmes, ils sont gênés de parler de tout ensemble pour avancer les gens. Voilà. C'est vrai. Pardon, je parle plus. Eh bien, merci beaucoup à nos 4 intervenants. Et donc, nous allons passer à la 2e table ronde. Merci. Donc, le bureau de la FNAC est ouvert.